Il y a 7 épisodes dans la saison 2 de Bref. Il arrive très vite, en fait c'est le deuxième, et il arrive après un retour incroyable. Ça fait genre quoi, 14 ans que la saison 1 est sortie? Moi j'avais 7 ans à l'époque. Forcément je l'ai pas découvert pendant sa diffusion, mais je l'ai découvert quand elle est sortie sur YouTube en 2017. Bref, bon je suis pas là pour raconter ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 2 de Bref 2. Cet épisode, il met une sacrée claque quand même. Parce que ça reste Bref, avec les codes qu'on connaît, l'humour qu'on connaît, mais il y a un truc en plus. Un truc qui s'est rajouté grâce au format long. Et ce truc, c'est vraiment à la fin de cet épisode qui va nous sauter aux yeux. On est sur un épisode qui part dans tous les sens, qui nous fait rire, qui se moque de ses personnages, et pourtant... Alors je reparle de moi pendant quelques secondes, vous m'excuserez, mais dans ma vie, il y a qu'un seul film ou œuvre qui m'a fait pleurer. J'étais tout petit, je me rappelle même plus de quel âge j'avais, pour être honnête. J'étais chez mon père, et à la télé passait La Ligne Verte. Un immense film, je pense que tous ceux qui l'ont vu seront d'accord, et à un moment, je me suis levé en disant que j'allais aux toilettes. Mais c'était pas vrai. Enfin, si, j'ai été dans les toilettes, mais j'ai pas vraiment été aux toilettes, tu vois. Alors maintenant j'ai grandi, j'en ai vu des films, des séries, des animés, des œuvres en tout genre quoi, et je peux aujourd'hui dire qu'il y a seulement 2 œuvres qui m'ont fait pleurer dans ma vie, c'est La Ligne Verte et l'épisode 2 de la saison 2 de Bref. Alors comment ça se fait? Comment est construit cet épisode et pourquoi est-ce qu'il nous tabasse autant alors qu'on est déjà au sol? La première chose a été de nous mettre en confiance. On débarque dans un épisode de Bref, comme on a l'habitude de les voir, avec le narrateur qui nous présente ses tocs. Il va très loin dans sa présentation, vu qu'on voit ce qu'il imagine qui pourrait se passer, s'il ne compte pas 10 fois pour être sûr que la gazinière est bien éteinte. C'est mis en scène comme un journal télévisé, avec Jeu qui se fait repérer par les journalistes et se fait courir après. Il y a une course particulièrement marrante, et la caméra le suit un peu comme dans The Office. Ce type de narration, en utilisant l'absurde, permet de traiter des sujets relativement sérieux, genre les réelles angoisses que ressent le narrateur à ce moment-là, mais en le poussant tellement loin que ça en devient marrant. On se balade entre les différents récits, avec l'entretien d'embauche qui nous relie directement à Kevan, le frère du narrateur. Ouais, votre frère, moins de peau, un peu moins dégarni, mais ça... Et donc qui crée la transition vers le repas de famille. On découvre les relations qui semblent parfaites, tout le monde est heureux et discute. Sauf que tout le monde dit des banalités, et surtout personne ne s'intéresse vraiment au narrateur. Et d'un coup, on découvre un Kevan plus médisant que celui qu'on connaissait. Malgré tout ce qu'il a, sa réussite personnelle, professionnelle, etc., on dirait qu'il fait tout pour se mettre en avant par rapport à son frère. Et ça fonctionne. Le père dit... En tout cas, je suis fier de toi. C'est vrai, c'est une belle opportunité que tu donnes à ton frère. Sauf que regardez comment il le joue. Il démarre sa phrase en regardant le narrateur et la poursuit en regardant Kevan. Il montre que c'est de lui qu'il est fier pour avoir offert une si belle opportunité à son frère et que c'est pas de Jeu qu'il est fier pour avoir obtenu le poste. Ça ne choque personne, ou en tout cas personne ne dit rien, et le narrateur se sent comme le bouffon du roi. Et on a la mise en scène toujours plus absurde de ce ressenti. Eh bien maintenant, tu ne remercies pas ton roi ? Mais merci! Regardez! Je danse pour vous! Je danse pour vous! Allez, danse! Avec tout ça, Bref 2 nous emporte dans leurs idées et leurs délires, en allant à droite à gauche, avec toujours beaucoup d'humour et une plume cohérente. Mais c'est pas que dans l'écriture que ça se joue, une immense partie du travail vient du montage. Forcément, vu le rythme et le concept de Bref, la manière de caler les images, les musiques, les transitions et les timings est primordiale. Elle fait complètement partie de la narration de la série. Pendant le repas de famille, quand la mère demande si la coloc se passe bien, on part dans l'esprit du narrateur qui nous montre tout ce qu'il se passe avec Ben qui est complètement perdu et harcèle son ex. Et dites-moi si ça vous fait comme moi, mais en voyant et revoyant l'épisode, je me suis retrouvé complètement dans cette histoire-là. Comme si j'avais cliqué sur un épisode de 2 minutes à l'époque, jusqu'à oublier qu'on était dans le repas de famille, à la base. Et c'est au moment de retransitionner que tout m'est revenu. Le montage et la fluidité de la narration sont tellement maîtrisés que j'ai pas l'impression de voir un épisode de 32 minutes. J'ai l'impression de voir 16 épisodes de 2 minutes, mais avec le petit générique de fin en moins. Et c'est pas du tout dérangeant, c'est vraiment un format de sitcom remis au goût du jour avec les codes de Bref. On avance un peu dans l'épisode, quand ils sont au travail, et on voit que Kevan est au 5e. Forcément, il cartonne. Bon les gars, je compte bien sur vous là, on lâche rien hein. J'ai l'équipe de Berlin qui attend une réponse. Je rappelle dans 10 minutes. Tandis que son père est au premier étage, il cartonne un peu moins. Mais il dit ça. C'est le 4e pot de départ à la retraite ce mois-ci, dis donc. Et ça a son importance. Ça montre que cette équipe rétrécit de plus en plus. Les gens vieillissent, et le père en fait partie. Et puis, on voit ce qu'est devenu Baptiste. Baptiste, c'est l'un des persos qui a le plus évolué. Lui qui était le gros flemmard qui foutait rien et galérait à payer son loyer si le narrateur le faisait pas, est devenu la meilleure version de lui-même. En fait, il a fini par rencontrer une fille comme lui, et par avoir un enfant. Il est devenu un super papa.
Et à force de passer du temps avec lui et sa famille, Jeu a réalisé quelque chose de primordial. C'est pas pour rien si les réalisateurs prennent le temps de développer tout ça autour de Baptiste. Forcément, ça nous fait plaisir de voir comment il est devenu. Mais il reste un membre du cercle le plus proche de notre protagoniste. Il doit forcément l'influencer ou en tout cas le diriger dans ses choix et ses réflexions. Et c'est à ça qu'il sert, le narrateur le dit lui-même. Voir comment est Baptiste avec sa fille va être une grosse révélation pour lui. Son père, à lui, ça a pas été un super papa. Baptiste accompagne sa petite fille pour lui faire tester et aimer le plongeoir, et c'est depuis cette scène que nous, on plonge dans un souvenir de Jeu. Il y a une ambiance un peu brumeuse, comme un rêve, ou plutôt un cauchemar. L'enfant paraît minuscule face à ce plongeoir et la hauteur qui le sépare de l'eau. Eh ben vas-y, saute! Sur ce plan, on a notre petit héros à droite qui est présent mais qui n'est pas dans le focus. Donc ce n'est pas le centre de l'attention. Non, ici le centre c'est le père, qui est entouré par beaucoup de monde qui discute et font du bruit, et pourtant c'est seulement sa voix à lui qu'on entend. Allez! Oh! Le héros, haut comme 3 pommes, a peur et se met à pleurer. Son père est loin de l'aider ou de le réconforter, et c'est même pire. Il lui crie dessus et l'humilie. Oh! Quand il descend du plongeoir, le père remet une couche et tout ce qu'on entend ce sont les jugements des autres enfants, Gros bébé. qui sont aussi cruels que celui qui était censé être l'adulte. Alors il repense à ce psy qu'il avait croisé dans un bar et qui lui a dit Au final, c'est toujours la faute des... Le narrateur pense que ça sert à rien de parler à son père parce qu'il ne va pas changer, c'est trop tard pour ça. Mais le psy lui dit ça. Bah, pour les darons, c'est toujours trop tard, mais pas pour toi. C'est pas pour le changer que tu dois lui parler, c'est pour te changer toi. C'est comme ça que tu vas tuer le père. Et c'est vrai, il a raison, il le sait, mais ne va quand même pas parler à son père. Il reste bloqué dans ses non-choix, un thème qui deviendra très important par la suite. Et puis en quelques semaines, il s'est passé un truc. On a une suite d'images, des trucs bizarres qu'on peut pas encore comprendre, et apparemment il s'est passé un truc en quelques semaines. Enfin peu importe. Là ce qu'on nous montre, c'est qu'il va enfin parler à son père. Mais là, il y a vraiment un truc de différent. Tout est calme, posé, avec ces instruments doux qui jouent en fond. On est dans une scène particulière, une scène symbolique et irréelle. Là, on blague plus. On le sait, c'est plus le moment de faire des vannes. Il lui dit la vérité, il a peur de lui. J'ai peur que tu m'engueules ou... même pire, que tu dises rien. Au premier visionnage, on le comprend, c'est vrai. Finalement, le pire quand un parent nous en veut pour quelque chose, c'est pas quand il nous engueule, c'est quand il ne nous parle plus. C'est comme si on était plus important, plus assez important pour aller jusqu'à dépenser de l'énergie en nous parlant. Mais c'est le deuxième visionnage qui met la lumière sur ce qu'il veut réellement dire. Finalement, en allant lui parler, c'est aussi de ça dont il rêvait, que son père ait l'occasion de l'engueuler. Lui, quand il était petit, il voyait son père comme un vrai bonhomme. Mais en vrai, c'était juste un mec normal. T'as passé tous nos repas de famille à raconter la même anecdote gênante. Là, il met la tête dans son pull et il a vomi. Il en avait partout sur lui. En vrai, t'étais content d'être déçu de moi. Ce père qui finalement n'avait pas réussi, reportait ses angoisses sur son fils pour essayer de se sentir mieux. Quand on s'est mis à jouer aux échecs, j'étais trop content. Mais bizarrement, t'as arrêté d'aimer jouer avec moi quand j'ai commencé à gagner. Oh non. Alors le narrateur l'a laissé gagner aux jeux vidéo, Et voilà, c'est qui le patron? Parce que je préférais perdre et continuer de jouer avec toi Remets. que de gagner et qu'on joue plus. il l'a jamais entendu lui dire je t'aime, sauf une fois dans une vidéo où il était bébé. Là où je pouvais pas te répondre. Son père le faisait rêver, avec des grands discours, des grandes leçons de morale, qui étaient du pipeau, des choses qu'il ne tenait absolument pas lui-même. Je pensais que t'étais très grand mais tu m'es juste monté dessus. Et finalement, cette anecdote gênante, de l'autre côté de l'histoire, c'est celle d'un petit garçon ignoré par son père, qui a préféré se salir lui-même que de salir sa voiture. On sort du symbole pour se retrouver dans un cimetière. Il y a un psy qui m'a dit qu'il fallait que je tue le père. J'aurais bien voulu le faire pendant que t'étais encore vivant, mais j'ai pas réussi. C'est là qu'on a compris que ce truc qui s'est passé en quelques semaines, c'était la mort de son père. Ah. Comme là tu peux pas répondre, bah je peux te le dire. Je t'aime. On a enfin un saut final du haut du plongeoir, parce que c'était trop tard. Mais pas pour moi. Je
peux vous dire que la musique du générique de fin résonne encore dans ma tête, puisque bah, j'étais en train de pleurer à ce moment-là. Et ça m'a réellement surpris, genre ça m'arrive pas en général. Et je vais bien, c'est pas comme s'il y avait un truc dans ma vie, mon père va bien et tout, hein, mais je sais pas. Tout ça m'a très profondément touché. Et je pense que c'est l'approche qui a été la plaque tournante. Tout se joue dans les détails, dans les dialogues, les petites phrases subtiles qui te transpercent, les mises en scène, les ambiances et les musiques, forcément. Et je vais parler ici du seul spoil au-delà de l'épisode 2. Alors, je vous rassure, c'est très léger, mais dans l'épisode 3, on a la vision de Kevan sur la mort de son père, qui est assez différente, je vous laisse le plaisir de la découvrir. Mais au moment où c'est bel et bien fini, on ne voit pas un corps, on voit des idées. Et celle de Kevan prend la forme d'un camion qui est passé, avec au fond le personnage de Jamais qui s'en va. Et c'est sa seule apparition dans cette saison 2, si je dis pas de bêtises. Quand je vous disais que le format long avait apporté un truc en plus, c'était de ça dont je parlais. Si ça avait été du format court comme dans la saison 1, ça m'aurait jamais autant touché. J'aurais pu regarder un épisode, partir faire autre chose et découvrir le reste sans être vraiment plongé dans le récit. Mais c'est pas le cas. Là, je viens de passer 30 minutes à rire, à sourire, à regarder des personnages que j'apprécie évoluer, et puis on m'enlève tout ce que je connais, tout ce dont je suis habitué, pour me parler très sérieusement, et me briser le cœur avec une réalisation d'un calibre rarement vu en France. Je vais être entièrement transparent avec vous, hein. Alors désolé si vous regardez cette vidéo en 2027, c'est sûr que vous allez moins bien comprendre, mais je pars en vacances le lundi 17 février. Le 11, il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur la saison 1, et le 14 sortait la saison 2. J'ai passé la Saint-Valentin avec ma copine, et en rentrant le soir, je me suis dit que j'allais regarder le premier épisode. Bah j'ai pas pu m'arrêter, j'ai tout regardé d'un seul coup. Et j'ai tellement pas pu m'arrêter que j'ai sorti mon carnet de notes, écrit tout ce qui me passait par la tête, été dormir quelques heures pour être un peu en forme, puis j'ai passé les 2 derniers jours à vous raconter tout ça. Tout simplement parce que j'avais envie d'en parler. D'ailleurs là il est presque 5 heures quand je vous dis tout ça. J'espère que je réveille pas les voisins. Et j'aurais peut-être dû préparer mes affaires, ma valise et tout. C'est vrai, maintenant je suis dans une petite galère. Mais en vrai je m'en fous. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne à la base. Pour parler de trucs qui m'ont marqué. Et bref 2, j'ai pas eu besoin de passer des mois à réfléchir, à me plonger et me replonger dedans, pour réaliser que ça m'avait marqué. Et peut-être que je suis le seul dans mon délire, à vous de me le dire. Mais Kian, Navo et tous les autres, même si je suis un simple Monsieur Tout-le-Monde comme votre personnage principal, sachez que Monsieur Tout-le-Monde vous remercie infiniment pour toutes ces émotions que vous nous avez procurées. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.